Je m'appelle Luc Anquimbran. Je réside à Bukavu depuis 7-8 années. Eh bien, Monsieur Anquimbran, je vous remercie. Je vais vous proposer de prêter le serment selon la formule solennelle, à savoir, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie bien. Monsieur Bizima, comme à notre bonne habitude, je vous engage à procéder à l'interrogatoire du témoin, que je vous livre bien volontiers. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Luc, après avoir suivi l'audition de 2 témoins, les auditions des témoins anonymes ainsi que l'interview de Madame Kapalata, le tribunal est intéressé à vous entendre au sujet de l'évaluation que vous faites de ce qui s'est passé à Moutaroulé, en précisant le rôle de la MONUSCO, donc votre appréciation du rôle de la MONUSCO, du rôle de l'armée et de la police, mais également en éclairant le tribunal sur l'analyse que vous faites de la réaction qui a été faite par la MONUSCO après. Est-ce qu'elle était suffisante? Est-ce que les mesures ont été suffisantes? Et enfin, un mot sur le dysfonctionnement qui s'observe au sein de la MONUSCO. Merci. Moutaroulé est la démonstration de l'incapacité de la MONUSCO, des Nations Unies, mais aussi des FARDC, d'assurer la protection des civils. Alors que cette protection des civils est le premier point du mandat de la MONUSCO ici en RDC, répété par de multiples résolutions du Conseil de sécurité depuis plus de 5 ans et réaffirmé constamment, y compris par M. Martin Kobler. Je lis ici un article qu'il a rédigé dans lequel il dit « La protection des civils est la priorité de tout membre du personnel des Nations Unies ». Et Moutaroulé n'est pas le premier, ni le dernier cas montrant l'incapacité, la passivité ou même l'impuissance de la mission des Nations Unies à protéger les civils. Il y a eu de nombreux cas avant ce massacre des civils du 6 juin 2014 à Moutaroulé et il y en a eu après cela. Par exemple, j'ai ici, de nouveau dans le même article, une déclaration de M. Kobler. C'est un article qu'il a rédigé quelque temps après le massacre de Moutaroulé, en septembre 2014. Et il dit, à ce moment-là, il dit ceci, « Les événements tels que le massacre de Moutaroulé sont aujourd'hui des exceptions choquantes, mais certainement plus la règle. » Il reste 2 minutes. Je demande à M. Kobler, que s'est-il passé à Béni ces derniers mois? C'est Moutaroulé multiplié par 10. Pourquoi la MONUSCO échoue-t-elle à mettre en œuvre ce premier point, ce point prioritaire de son mandat? Est-ce que c'est parce qu'elle ne fournit aucun effort dans ce sens pour protéger les civils? Non, pas du tout. La MONUSCO et la MONUC avant elle ont mis au point toute une série de mécanismes visant à protéger les civils. Quelques-uns de ces mécanismes ont été évoqués ici par certains des témoins. Il y a ce qu'on appelle les Joint Protection Teams, c'est-à-dire des équipes conjointes de protection qui vont sur le terrain. Il y a les Community Alert Network, des réseaux d'alerte communautaires auxquels on distribue des téléphones et des moyens de communication. Il y en avait un à Moutaroulé.
Il y a des assistants de liaison communautaire, c'est-à-dire des Congolais placés auprès des unités militaires de la MONUSCO pour leur servir en quelque sorte d'interprètes et leur faciliter la communication avec les populations locales. Il y a les bases opérationnelles que l'on déploie à certains moments là-bas, sur le terrain, là où il y a des risques. Et il y a même jusqu'à présent les drones. Et en fait, la question à se poser, c'est de savoir si ça marche. Je vous donne les conclusions d'un rapport sur les stratégies non militaires pour la protection des civils en RDC. Et il dit ceci. Vous avez 10 secondes. Je vous donne le début de la conclusion. Il est frappant de constater, aussi logique et cohérente que puisse paraître cette stratégie de dissuasion, que presque aucune personne consultée par cette étude trouvait que cette stratégie avait été efficace. Au pire, de nombreux interlocuteurs ont qualifié la protection de la MONUSCO comme un échec total et plusieurs d'entre eux ont mentionné certains cas où des groupes armés avaient attaqué la population devant les casques bleus. C'était 10 secondes d'une grande politesse, Monsieur le témoin. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, puis-je vous demander de solliciter du témoin, au cas où il aurait un écrit, de le verser au tribunal? Ah, si le témoin a un écrit, nous en ferons un dépôt. Merci. Monsieur le témoin. Pardon? Monsieur le témoin, disposez-vous effectivement d'un écrit que vous souhaiteriez déposer auprès du tribunal? Est-ce que je peux? Avez-vous un écrit à déposer auprès du tribunal? Oui, j'ai des documents, notamment ce rapport que je viens d'évoquer, qui analyse justement cette stratégie de protection des civils et qui en décrit l'échec et les causes de cet échec. Je vous remettrai également le texte que je suis en train d'utiliser et les références. Je vais déjà inviter Monsieur l'huissier à aller prendre possession, non pas du texte de votre intervention, mais du rapport, puisque vous l'avez évoqué. Il le déposera, je vous remercie, Monsieur l'huissier, directement. Vous avez encore besoin de ce rapport ou pas? Pardon? Non, celui-ci pas. Directement au juré. C'est la page de couverture. Je vous remercie bien. Et puis, Monsieur l'huissier, vous verrez à récupérer le rapport pour un dépôt, Madame le greffier, dans les actes de notre procédure. Ce sera le dépôt numéro 7. Madame Brackmann, je pense que vous avez des questions à poser à ce témoin. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, vous venez de dire que le système de protection de la MONUSCO ne marche pas. Est-ce que c'est dû, d'après vous, à un manque d'intelligence, non pas au sens intellectuel, mais de absence de services de renseignement, ou à un manque de sensibilité, ou à une complicité avec des acteurs en place? Bon, cet échec de cette stratégie de protection des civils a certainement plusieurs causes. Une des premières, c'est la confiance aveugle que l'on fait dans le déploiement de ces bases sur le terrain, alors que la MONUSCO ne peut pas disposer des moyens suffisants. Comme disaient des personnes interrogées dans cette étude, nous ne pouvons pas placer un casque bleu derrière chaque arbre. Hein. Et dans la pratique, donc, les ressources militaires logistiques manquent pour couvrir l'ensemble des zones à protéger. Et puis, comme vous l'avez évoqué, il y a un problème d'intelligence dans le sens de renseignement. Pour prévenir des violences, vous devez avoir une capacité en termes de renseignement militaire extrêmement importante. Elle fait défaut à la MONUSCO. La plupart des troupes déployées, par exemple, ne parlent ni le français, ni une langue locale. C'est pour ça que l'on a dû mettre à leur côté des assistants de liaison communautaire pour que les casques bleus qui circulent sur les routes et qui ouvrent leurs fenêtres et saluent les Pakistanais ici au Sud Kivu et disent « Good morning », ne servent pas qu'à apprendre l'anglais aux enfants, qui savent tous ici dire « good morning », mais permettent réellement de récolter des informations qui peuvent permettre de prévenir
les violences qui risquent d'être commises. Donc, la procédure de décision est aussi très lourde et très lente. Lorsque l'on sait qu'il va y avoir, l'on entend qu'il va y avoir peut-être un massacre, il faut passer du peloton à la section, du section à la compagnie, de la compagnie au quartier général, interroger, avant d'obtenir une décision sur la possibilité d'intervenir. Et il y a bien d'autres causes. Ne faut-il pas demander aussi l'autorisation du pays d'origine des contingents et pourquoi les Nations Unies dans leur ensemble placent-elles au Congo les contingents les plus éloignés culturellement et linguistiquement des régions concernées? Oui, il faut se poser la question pourquoi l'on envoie des contingents de certains pays et pas d'autres. Pourquoi y a-t-il pratiquement pas de contingents des troupes européennes, par exemple? La France, qui a des troupes au Mali, les Allemands eux-mêmes n'ont aucune troupe présente ici, les Anglais non plus. Les contingents ne sont pas les contingents disposant des troupes spécialisées, les plus opérationnels, bien équipés, etc., capables de mener cette guerre, puisque c'en est une, contre les groupes armés. Il vous reste un petit peu moins de 2 minutes, Madame Breckman. Une question. Pourquoi ce qu'on appelle le Mapping Report, c'est un rapport de l'ONU qui a fait le recensement de 600 cas de massacres dans ce pays. Qu'est devenu ce rapport? Est-il exact qu'il a échoué dans un tiroir à New York? Oui, je voudrais dire, vous évoquez avec raison ce rapport Mapping. C'est un rapport qui a fait l'inventaire, la cartographie des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui ont été commises pendant la période des 2 guerres, celle de 96 et puis de 98 qu'a connu ce pays. Et je l'ai amené avec moi. Je l'ai ici. Ce rapport, il comporte un certain nombre de cas, semblables à celui de Moutaroulé, ou pire que celui de Moutaroulé. Dans ce rapport sont cartographiés, inventoriés plus de 600 incidents. Quand on dit 600 incidents, ça veut dire 600 massacres qui ont été commis par toutes les parties dans les conflits qu'a connus la RDC. Et sur cette carte du Sud Kivu et du Nord Kivu, depuis le Sud jusqu'au Nord, ce rapport inventorie des dizaines, si pas des centaines de massacres, et le sol de ces territoires est jonché de fosses communes. Il faudrait que ce tribunal puisse aussi un jour se poser sur ce passif. Ceci, c'est un acte d'accusation. J'inviterai ce tribunal à tenir dans 6 mois ou dans 1 an une 2e session pour que les crimes commis à cette époque, pour que la vérité et la justice qui sont inscrits au fronton de ce tribunal soient faites aussi pour les massacres commis à cette époque. Je vous demande, Monsieur le Président, je vous demande de l'indulgence pour le public. J'espère que vous n'allez pas le sanctionner. Je crois qu'il vient d'exprimer son désir le plus profond de voir la vérité et la justice faites pour les crimes oubliés de ce pays et pour que ce tribunal sur le Congo devienne un tribunal sur les crimes oubliés du Congo. Mesdames et messieurs, je vous en prie, vous aurez remarqué que je ne vous ai pas interrompu. Je peux imaginer effectivement l'état d'esprit, l'émotion qu'un témoignage tel que celui-ci ne manque pas de susciter. Il est évident que je ne saurais en vouloir au public d'avoir réagi, et ce n'est donc pas le public que je sanctionnerai, mais vous, monsieur Anquivan.
J'aurai donc à votre égard une sanction extrêmement sévère. Je vous priverai d'une seconde en vue de vous permettre de vous exprimer. Je vous présente mes excuses, Monsieur le Président. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Elles sont tout à fait acceptées. Que personne dans la salle n'imagine que cette tolérance s'appliquera à d'autres. Madame Bissima, je pense que vous souhaitez la parole et que vous saurez cadrer le témoin qui, dans son flux verbal, peut certaines fois peut-être sortir du lit que nous souhaitons lui imposer. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Luc, vous reconnaissez avec nous que l'inefficacité de la MONUC-MONUSCO, ce n'est pas dû aux moyens logistiques insuffisants, ce n'est pas dû aux stratégies, mais vous avez relevé quelque chose, vous dites les troupes inexpérimentées et les troupes qui ne font pas un effort d'intégration au sein de la population. Mais aussi, ces troupes viennent de pays, souvent de pays d'Asie, hein? Beaucoup plus de pays, Uruguay, Pakistan, ainsi de suite, et peu de pays occidentaux, de pays dits civilisés. Est-ce que cela n'est pas une volonté délibérée de mettre ce pays dans le pétrin au moment où il y aura accusation? Parce que là, avec tous ces crimes qui sont en même temps documentés par les Nations Unies elles-mêmes, parce que le rapport mapping a été documenté par les Nations Unies. Donc, les Nations Unies laissent commettre des crimes en RDC et les Nations Unies viennent documenter les crimes. Sachant que certains pays sont préservés, ne sont pas là-dedans. Est-ce que ces pays qui sont aujourd'hui, qui ont fourni des contingents, ne sont pas exposés aux condamnations futures? Parce que j'espère que les Congolais vont, avec l'aide d'un tribunal que j'ai vu réclamer dehors, pénal pour les Congos, vont avoir la justice. Voulez-vous réagir? Oui, j'espère qu'un jour cette justice viendra et ce tribunal peut y contribuer. La contribution des troupes venant de différents autres pays, elle doit interpeller justement la conscience des gouvernants de ces pays et aussi l'opinion publique de ces pays, pour que ces pays viennent s'engager ici, aussi en RDC, pour améliorer cette situation. Je voudrais attirer cependant aussi l'attention sur un autre point. À chaque moment où l'on constate que la MONUSCO ou la MONUC avant elle n'a pas pu assurer la protection des civils, on entend le discours suivant. On entend dire que le mandat de la MONUSCO est de protéger les populations civiles, mais que c'est la responsabilité première du gouvernement national, de son armée, de son secteur de sécurité, d'assurer cette protection. D'accord, mais si c'est vrai que, d'une part, la MONUSCO et les Nations Unies n'abreuvent plus les populations de fausses promesses et de faux espoirs qui font croire qu'elles vont être protégées grâce à elles, alors qu'elles ne le sont pas, comme l'a montré le massacre de Moutaroulé. Mais aussi que si c'est la responsabilité première du gouvernement et du secteur de sécurité d'assurer la protection des citoyens, que fait la communauté internationale, que font les Nations Unies, que font la MONUSCO pour réellement appuyer ce pays dans cette tâche? Qu'a-t-on fait depuis 10 ans pour réformer l'armée congolaise, pour en faire une armée qui a les moyens de combattre les groupes armés et les défaire? Est-ce que l'on a veillé à ne pas avoir dans l'armée des éléments négatifs? Non. Depuis 10 ans, j'en ai été le témoin, chaque fois que l'on s'en prend à un groupe armé, comme les forces armées congolaises, dans leur état de faiblesse, sont incapables de défaire, d'éradiquer, de détruire ce groupe armé, s'il ne veut pas se rendre,
comme on est incapable de cela, on négocie. On négocie et on dit, messieurs, déposez les armes et vous pourrez entrer dans notre armée, vous pourrez entrer dans notre police. Et on les fait effectivement rentrer. Cela dure depuis des années. C'est une véritable prime aux fauteurs de guerre. C'est une véritable récompense à ceux qui massacrent, à ceux qui prennent les armes pour défendre leurs soi-disant intérêts. Il faut faire cesser cela, parce que chaque fois que vous avez un groupe qui se rend et qui intègre, dont les chefs intègrent l'armée comme colonel ou comme général, vous avez évidemment un nouveau groupe qui naît. Oui, Luc. Parce qu'il se dit, moi aussi, Oui. je vais faire la même chose. C'est le moyen d'avoir un job, c'est le moyen d'avoir une place dans l'armée ou dans la police. Je vais demander ceci, Luc. La MONUSCO est la seule troupe qui circule partout dans notre pays, même dans des espaces où il n'y a pas d'autorité de l'État et où il y a seulement l'autorité des rebelles et des groupes armés qui administrent d'ailleurs. Et donc, la MONUSCO arrive même dans des espaces où étaient enlevées des populations congolaises, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages de victimes sur la présence de la MONUSCO dans certains coins où ils étaient enlevés. Je suis désolé, madame. J'avais prévenu du temps restant. J'en suis confus. Mais la règle est la règle et pour tout le monde, et je vous remercie de l'avoir respectée. Monsieur Kaingi, vous souhaitez la parole, vous avez un petit crédit de priorité depuis tout à l'heure. Je vous livre le témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Luc, il est déjà arrivé plus d'une fois aux populations de la province du Nord Kivu de jeter des pierres sur les convois ou les patrouilles de la MONUSCO. Qu'en dites-vous? Oui, bien sûr, ça arrive. J'étais dans la MONUSCO et avant dans la MONUC depuis 10 ans. Ce genre d'incident s'est répété à diverses reprises. Il se répète surtout chaque fois que les populations qui ont l'espoir de se voir protégées par les Nations Unies, qui leur a en quelque sorte fait la promesse de cette protection, voient leur espoir déçu. Et ces attentes, ces grandes attentes qui sont déçues, elles conduisent à des jets de pierre. Et comment vous appréciez ces comportements de la population? Bon, je n'apprécie pas évidemment ce comportement violent. Mais il faut aussi que les responsables de l'Organisation des Nations Unies sachent faire leur autocritique, sachent tirer les leçons apprises de plusieurs années de présence dans ce pays et d'inefficacité dans la protection des civils. À ce moment-là, peut-être aussi la population n'aura plus envie de jeter des pierres. Alors, que voulez-vous donner comme conseil au gouvernement congolais face à l'inaction ou à l'action ou face à la présence de la MONUSCO en RDC? Mais je pense, ça découle de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a à réfléchir au mandat de la MONUSCO. Et entretenir les illusions sur la capacité de protéger les populations civiles ne sert à rien. Il faut affecter les moyens différemment, notamment les affecter de façon à ce que l'autorité nationale, à travers son secteur de sécurité, à travers son armée, sa police, ses services de renseignement, soit capable d'elle-même mener une lutte efficace contre ces groupes armés. Vous savez que la MONUSCO coûte chaque année plus de 1 milliard de dollars. Si vous preniez la moitié, ne fût-ce que la moitié de ce milliard de dollars, et que vous le donniez, vous l'affectiez plutôt maintenant à des programmes solides de réforme du secteur de sécurité,
Peut-être dans 2 ou 3 ans, ce pays retrouverait-il la paix et verrait-il la fin des groupes armés. Enfin, Il nous reste 2 minutes. merci, Monsieur le Président. Et je vous propose de ne pas poser de questions tant qu'il y a du bruit dans la salle. Le temps s'écoule. Le temps s'écoule. Il nous reste 1 minute 30. Monsieur Luc, enfin, à quel niveau vous situez la responsabilité du gouvernement congolais? Je situe la responsabilité du gouvernement congolais à 2 niveaux. Premièrement, le fait de ne pas faire lui-même suffisamment d'efforts pour réformer son secteur de sécurité. Existe-t-il une véritable volonté politique de réformer l'armée congolaise? Deuxièmement, je pense que le gouvernement congolais doit revoir cette stratégie d'intégration perpétuelle des groupes armés dans sa propre armée. Enfin, il faut lutter contre l'impunité. Pour tous ces crimes que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont dans le rapport Mapping, il n'y a eu une commission vérité-réconciliation qui n'a entendu aucune victime ni aucun témoin sur ces 3 ans d'existence. Il y a une justice congolaise qui n'a poursuivi aucun des crimes commis pendant ces 2 guerres et qui sont dans ce rapport Mapping. Il y a beaucoup de choses à faire pour rétablir la vérité et la justice de la part du gouvernement congolais. Pensez-vous enfin qu'il y a cette volonté politique de réformer l'armée? La volonté politique, ça se crée. La volonté politique, c'est la Répondez pression qui peut l'amener. Le témoignage est terminé. Merci.